On pourrait être à 24 heures de la signature d'un accord pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ou du moins, c'est ce qui est affirmé ici. Il y a d'ailleurs quelques gros titres intéressants ce matin. D'abord, le Premier ministre pakistanais déclare que l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran pourrait être signé dans les 24 heures. Et puis, on a un autre élément intéressant qui s'inscrit directement dans cette histoire. Le gouvernement israélien aurait, selon la presse locale, limité les actions de Tsahal au Liban pour éviter de compromettre les négociations entre Washington et Téhéran. Ces derniers temps, beaucoup se demandent qui dirige vraiment les opérations. C'est un sujet qu'on évoque souvent. Est-ce que c'est le président Trump ou bien Netanyahou? Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est une sorte d'aller-retour entre les deux. Il y a des jours où le président Trump prend le dessus et d'autres où c'est Netanyahou qui reprend l'avantage. On peut aussi dire, selon le point de vue, que Netanyahou serre parfois les dents, obligé de reculer un peu, mais qu'il revient ensuite à la charge, tente un coup et fait quelque chose qui fait dérailler le processus. On verra si ça se reproduit cette fois. Mais là, c'est Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, qui a déclaré ce matin même que nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix et que sa finalisation est probablement attendue dans les 24 prochaines heures. Alors, peut-être que d'ici dimanche, le Pakistan se prépare à signer électroniquement l'accord de paix, juste après, avant d'entamer des discussions techniques la semaine prochaine. Ensuite, il enchaîne en remerciant les États-Unis. Vous voyez, il faut regarder ça et se dire, d'accord, ça ressemble un peu à ce que le président Trump a dit. Il a affirmé que nous étions plus proches que jamais. Et ça correspond à ce qu'Abbas Araghchi avait tweeté. Il disait qu'on y était presque. Donc on a 3 acteurs majeurs qui disent en gros, qui pensent être proches d'un accord, que ce qui a été signé en coulisses est déjà largement approuvé. Mais voilà le point important. Ces personnes-là, et on parle de figures majeures, pas juste de quelqu'un qui commande de loin, ce sont les acteurs eux-mêmes qui en parlent. Ils disent « oui, il y a un médiateur, un haut responsable pour l'Iran, et le président Trump, tous affirmant à peu près la même chose. On touche au but. Un accord est tout proche. » Alors forcément, on serait tenté de se dire « cette fois, ça y est, ça va se faire. » Mais en même temps, il y a d'autres choses qui se passent et qui font encore penser qu'il n'y a aucune chance que ça se déroule comme on le prétend. Et voilà quelques raisons pour lesquelles j'en doute. Je vais vous montrer que même si on entend les mêmes déclarations de la part de ces acteurs, tous parlent d'essayer d'arriver à un accord. La vraie question, c'est quel accord? De quel accord parle-t-on? Parce qu'à en juger par ce qui est dit publiquement, il semble que la vision de ce que l'Iran pense être l'accord et celle de ce que Trump pense être l'accord soient encore sur 2 planètes différentes. Ils ne sont même pas sur le même écran. Et c'est d'ailleurs là où on en est depuis le début. Alors, on peut se demander, pourquoi est-ce que les gens continuent à dire qu'on est tout près d'un accord? Et regardez, en coulisses, il y a bien des négociations en cours. J'ai des sources qui sont liées à l'équipe de négociation en Iran et d'autres qui sont connectées à l'équipe de négociation aux États-Unis. Et ils disent, tous les deux, que c'est à peu près le même accord qui se signe en coulisses. Mais le problème reste le même. Pour que tout ça fonctionne, pour que ce qui se passe réellement en coulisses ait une chance d'aboutir. Hier, on a fait une émission sur l'un des plans en 14 points qui ont fuité. Et franchement, ça ressemble beaucoup au plan en 10 points de l'Iran, il y a quelques mois. En gros, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore beaucoup changé. Ces propositions sont presque incompatibles avec tout ce que les États-Unis, et le président Trump en particulier, peuvent accepter. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir un accord? Parce que si c'est le cas, il faut bien comprendre une chose.
Il n'y aura pas d'accord, à moins que les deux parties annoncent publiquement les mêmes termes. C'est littéralement la seule façon que ça puisse se faire. Sinon, il n'y a pas d'accord. Il y a juste des volontés qui s'opposent. Donc, pour qu'il y ait un seul texte que les deux parties puissent signer, quelqu'un va devoir faire des changements vraiment importants. Soit les Iraniens, qui répètent sans arrêt qu'il y a des choses qu'ils doivent absolument avoir dans l'accord, et d'autres qu'ils ne peuvent pas accepter, vont devoir changer radicalement et accepter quelque chose qu'ils refusaient jusque-là. Soit il n'y aura tout simplement pas d'accord. De l'autre côté, le président Trump, avec tout ce qu'il dit publiquement sur ce que l'accord peut être ou ne peut pas être, lui aussi va devoir changer de manière spectaculaire parce que ces deux versions ne sont tout simplement pas compatibles. Laissez-moi vous montrer quelques exemples pour expliquer pourquoi. Commençons d'abord par Abbas Araghchi, qui est passé à la télévision iranienne hier soir pour faire certaines déclarations. Je vais vous montrer quelques extraits de cette intervention. Il faut bien comprendre que ce que vous allez voir, c'est Abbas Araghchi qui s'adresse à son propre peuple. Le public visé ici, c'est sa population, à qui il essaye d'expliquer ce qu'il compte faire. Mais évidemment, il sait très bien que tout ce qui passe à l'antenne finit par être vu partout. Donc le voici d'abord en train de parler de ce qui est sans doute la question la plus difficile, le cas du Liban. Dans l'accord actuel, qu'on appelle un protocole d'entente, connu sous le nom de Mémorandum d'Islamabad, la fin de la guerre est déclarée sur tous les fronts, y compris au Liban. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais oublié le Liban dans cette guerre, parce que le Liban et le Hezbollah, en tout cas, ont combattu aux côtés du peuple iranien dans ce conflit, et nous ne les abandonnerons jamais. C'est un accord majeur. Écoutez, il va falloir mettre fin complètement à la guerre au Liban, sur tous les fronts. Et séparément, d'autres dirigeants iraniens ont dit que cela signifiait tous les fronts, pas seulement le Liban, mais aussi le Hamas, la bande de Gaza, la Cisjordanie, bref, tous les fronts. Israël doit arrêter toutes ces guerres. Je reviens à ce titre ici. Il y a eu un rapport gouvernemental appelant à limiter les actions de Tsahal pour ne pas compromettre les négociations. Mais ensuite, si vous lisez bien le sous-titre, le bureau du Premier ministre dément les informations de Can News selon lesquelles un accord existerait, et les frappes israéliennes dans le sud du Liban se poursuivent. Alors que les drones du Hezbollah visent les troupes israéliennes, sans faire de blessés, il faut bien dire qu'au moment même où on parle, il y a encore des affrontements au Liban. Donc, à moins qu'ils ne disent « on va continuer à tirer des drones, des roquettes et des missiles jusqu'à la dernière seconde », je ne sais pas. Mais si ça ne s'arrête pas, il n'y aura pas d'accord, selon Abbas Araghchi, à moins qu'ils ne changent radicalement leur position. Maintenant, il faut bien comprendre de quel accord on parle. Ce n'est pas un accord final pour mettre fin à la guerre. C'est simplement une décision pour entrer dans la première phase. Et si toutes les conditions de cette première phase sont remplies, alors ils passeront à la deuxième. Voilà ce que disent les Iraniens. Ils n'ont jamais dit autre chose que ça. Qu'il y aurait, je dirais, un cessez-le-feu plus solide, d'une durée de 60 jours, avec pour objectif de parvenir à un accord sur la question nucléaire, et en fait, sur toutes les autres questions, pour mettre fin à la guerre elle-même. Voilà. Donc, il y a énormément de points à discuter là-dedans aussi. Mais ils disent que, même pour la première phase, qui serait un cessez-le-feu total et complet, il faut que ce soit vraiment un cessez-le-feu total sur tous les fronts. Ensuite, il a poursuivi en expliquant ce qui devait se passer pour la deuxième partie, celle qui concerne le volet nucléaire. Comme les négociations pour l'accord final
doivent commencer après ce mémorandum, pour une période de 60 jours. Et puisque les discussions sur le nucléaire, celles qui intéressent le plus les Américains, y seront abordées, il est logique que si ce qui est prévu dans le mémorandum n'est pas appliqué, ces négociations n'avanceront pas non plus. Les avoirs bloqués de l'Iran seront également libérés conformément au mémorandum d'entente qui sera signé. Maintenant, on appelle cela à la fois un mémorandum d'entente et une lettre d'intention. C'est simplement une question de traduction selon la manière dont chacun le formule. Sur cette base, nos avoirs seront donc libérés et aucun de nos avoirs ne pourra rester bloqué. De la même façon qu'il dit que la question libanaise avec le Hezbollah n'est pas négociable, il y a aussi le problème du blocage de leurs fonds et, comme on le verra séparément, la levée des sanctions sur leurs infrastructures énergétiques. Ces points doivent être réglés dès le départ, et il a précisé qu'ils ne peuvent pas être bloqués. Si ces éléments sont bloqués, alors il n'y a pas d'accord. Il a dit que tous les points de l'accord initial, la lettre d'intention, doivent être validés pour qu'on puisse passer au sujet plus difficile de la deuxième phase, les mesures de confiance. Ce processus n'a rien d'inhabituel. C'est comme ça que beaucoup d'accords sont conclus. C'est en fait logique et raisonnable de dire qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ces points. On commence par les sujets sur lesquels les deux parties peuvent trouver un terrain d'entente, pour ensuite aborder les questions plus difficiles. C'est pour ça qu'ils veulent cette période de 60 jours. Et bien sûr, il est précisé que les deux camps peuvent convenir de la prolonger si nécessaire. Mais on va voir dans un instant ce qu'il en est du côté israélien. D'abord, regardons ce que le président Trump a dit sur le même sujet qu'Abbas Araghchi a évoqué hier soir, en disant qu'il n'y aurait pas d'accord si nos avoirs gelés n'étaient pas libérés en premier. Est-ce que vous seriez prêt à débloquer des avoirs iraniens ou à lever certaines sanctions dès le départ, dans le cadre d'un éventuel accord? Non. Donc, ça viendrait seulement après qu'ils aient abandonné leur enrichissement nucléaire. Non, rien ne sera donné d'avance, même s'ils se comportent bien ou quoi que ce soit de ce genre. Vous voyez bien où est le problème. Vous avez le président Trump, vous avez Abbas Araghchi, vous avez le premier ministre pakistanais, tous en train de dire qu'un accord est tout proche, qu'il pourrait être conclu demain. Et pourtant, publiquement, that all the parties say they're ready to sign, then why are they publicly saying something that one of them is going to have to walk back in a pretty major way? And listen, for all the stuff that President Trump is et écoutez, pour tout ce que le président Trump vient de dire, regardons un instant ce qu'a déclaré le premier ministre Netanyahou. Hier, il a publié un communiqué dans lequel il disait que, même si Israël n'est pas parti au mémorandum d'accord, le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance envers l'engagement du président Trump, selon lequel l'accord final, à l'issue des négociations, inclura le retrait du matériel enrichi. L'Iran est catégorique. Cela n'arrivera jamais. Le démantèlement des infrastructures d'enrichissement. L'Iran est catégorique. Cela n'arrivera jamais. Des limites à leur production de missiles. L'Iran a dit que ce n'était même pas envisageable. Et l'arrêt du soutien de l'Iran à ces groupes terroristes, que les Iraniens appellent leurs alliés régionaux, et qu'ils disent devoir être stoppés avant même qu'il y ait une première phase. Donc, encore une fois, on voit bien que l'Iran, dans les déclarations publiques de tous ces acteurs du conflit, comme Israël évidemment, eh bien ils sont, enfin, si l'Iran est par ici, Trump est par là, et Netanyahou encore ailleurs, ils sont tellement éloignés qu'on ne peut même pas les faire tenir sur le même écran pour vous montrer à quel point ils sont loin les uns des autres.
get them in on the screen where I'm showing you how far apart they are. And you see what they continue to say over and over. Et vous voyez bien ce qu'ils continuent de répéter encore et encore. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander comment ces choses peuvent-elles être conciliées dans les 24 prochaines heures. Parce que, encore une fois, tout le monde doit publiquement être d'accord. Sinon, il n'y a pas d'accord du tout. Alors, plus tôt dans la journée, le professeur Sayed Mohammad Marandi, qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission, et qui faisait partie de la dernière équipe de négociation iranienne partie au Pakistan pour tenter la première fois de parvenir à un accord, était l'invité de notre ami Nima Al-Orchid de Dialogue Work ce matin. Et il a simplement dit « Écoutez, il y a quelques points absolument incontournables et d'autres qui sont totalement exclus. Les Iraniens l'ont dit très clairement. Il n'y aura pas d'accord si le régime ne se retire pas. Il doit revenir à la position qu'il occupait il y a 3 mois. Pour cette période, au final, il doit quitter complètement le Liban, mais d'abord revenir là où il était avant le début de cette guerre. Et ça représente, je crois, 5 points qu'ils occupent actuellement. Ils doivent se retirer totalement et ils n'auront plus le droit de bombarder le Liban. Et si ça n'arrive pas, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne libèrent pas les avoirs iraniens, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne lèvent pas le blocus, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne lèvent pas les sanctions sur les exportations d'énergie iranienne, il n'y aura pas d'accord non plus. Et quel levier a l'Iran? Il a ses missiles, il a ses drones, il a ses capacités militaires, qu'on a vues à l'œuvre ces dernières semaines. Et il a, bien sûr, le contrôle des Détroit d'Ormuz. Vous l'avez entendu expliquer pourquoi il est aussi sûr de lui. Parce que si toutes nos déclarations très confiantes ne se réalisent pas, si toutes ces choses qu'il a énumérées, et c'est une liste difficile, ne se concrétisent pas, alors il dit qu'ils ont d'autres options sur lesquelles ils peuvent compter. Alors, on peut se demander pourquoi il est aussi confiant, alors que, selon le CENTCOM et le président Trump, tout a été détruit, qu'ils n'ont plus aucune capacité et tout ce genre de choses. On vous a déjà montré plusieurs fois ce graphique sur la forteresse de granit de Yazd, et l'un de nos téléspectateurs, ou peut-être un de nos invités, a fait remarquer que c'était plutôt une représentation, mais pas vraiment à l'échelle, et que ça ne montrait pas à quel point c'est grand. Si on regarde juste cette image ici, on a l'impression que ces missiles frappent la montagne de granit, qu'ils ne la traversent pas, même sur la photo. Ça donne l'impression que c'est assez proche de la surface. Bon, laissez-moi vous montrer. Quelqu'un a publié récemment une représentation plus détaillée, plus fidèle à l'échelle, de l'installation de Yazd. La voilà, juste ici. Vous voyez, ce sont les montagnes près de Yazd. Je vais vous montrer dans un instant la version en 3 dimensions sur Google Earth. Mais celle-ci est plus proche de la réalité, et on voit bien les montagnes, ainsi qu'une coupe du terrain granitique. Et vous voyez, c'est justement ce dont le professeur Postel avait parlé dans notre émission il y a environ 1 an, en expliquant un peu tout ça. Et voici le pont de représentation graphique. Vous voyez tous ces changements dans la roche géologique au fil des millénaires, des milliers, des millions d'années, et comment tout cela s'est déplacé, etc. Donc on ne peut pas, vraiment pas, faire pénétrer un missile à travers toute cette roche pour atteindre ces installations. Et vous voyez à quelle profondeur elles se trouvent, enfouies sous plusieurs couches de ce granit en mouvement. Comme le professeur nous l'avait expliqué quand il est venu dans notre émission, il disait que même avec ces énormes bombes anti-bunker, celles qui ont la plus grande capacité de pénétration au fur et à mesure qu'elles traversent les différentes couches, et quel que soit l'angle d'entrée choisi, ce n'est pas comme s'il y avait une bouche d'aération ou quelque chose du genre. On ne peut pas simplement descendre par la bouche d'aération, parce que ces conduits sont faits justement pour que ça ne marche pas.
Ils partent dans des angles différents, se croisent, se coupent, et ainsi de suite. Pendant ce temps, le missile, quand il arrive, peu importe l'angle, le sol lui-même est plein d'inclinaisons. Il change d'angle en permanence. Donc, même au moment où il commence à pénétrer, il va rencontrer des surfaces inclinées qui vont le dévier dans une autre direction. Et ce mouvement-là réduit peu à peu sa puissance de pénétration jusqu'à la vider complètement, au point qu'il ne peut plus revenir, ni couvrir ne serait-ce qu'une fraction du territoire qu'il aurait dû atteindre. En gros, tout ce que ça fait, c'est abîmer un peu le sol en surface. C'est à peu près tout. Et on dit qu'il y en aurait plus de 30, certains parlent même de 40. En voici un, c'est l'installation de Yaz. Je vais vous montrer où elle se trouve exactement sur le terrain parce que bon, c'est une chose de voir la coupe transversale, mais là voilà. Ici en bas de l'écran, c'est Yaz. Et si on remonte un peu, on arrive aux montagnes, juste à côté. Donc, c'est ça que vous voyez tout à l'heure. Voici la modélisation en 3 dimensions de ces montagnes, et on voit bien à quel point elles sont grandes et hautes. Et tout ce qu'on voit là, c'est juste la surface. Il faut encore traverser toute cette roche. Et ensuite, il faut atteindre toute la zone qui se trouve sous la roche. Alors, laissez-moi revenir en arrière, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ici, c'est la surface. Et avec cette coupe, on voit bien qu'il faut aller sous tout ce que je viens de vous montrer et sous toutes ces autres couches. Et là, on comprend que c'est une impossibilité physique, pas virtuelle, physique. Les armes nucléaires ne peuvent pas atteindre ça. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été dans notre version de ces bunkers, et même les armes nucléaires ne peuvent pas les atteindre. Donc si on revient à une guerre active et qu'on essaye, dans la prochaine phase, de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la première, pendant ces 40 et quelques jours, on voit bien qu'il n'y aura pas plus de succès cette fois non plus. Pendant ce temps, ils ont même recouvert certaines des sorties et des tubes de lancement et d'autres installations du même genre qui avaient été détruits. Les Iraniens sont revenus avec leurs ingénieurs parce qu'ils s'y étaient préparés, ils s'y attendaient. Et ils ont réussi à remettre en état certaines de ces structures, parfois même pendant les 40 jours de combat. On les détruisait et quelques jours plus tard, parfois même quelques heures plus tard, tout était dégagé et de nouveau opérationnel. Ils ont donc prouvé de manière catégorique, aussi bien pendant la guerre de 12 jours l'an dernier que dans le conflit actuel, qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour les en empêcher. Donc, si on reprend les frappes sur toutes ces cibles qu'ils disent pouvoir atteindre, ils le pourront parce qu'on ne peut pas les arrêter. Ça leur donne la confiance de dire « voilà nos positions, voilà où nous allons, et c'est là que nous resterons ». Donc les éléments montrent que quand ce document, quel qu'il soit, sera publié, peut-être demain, ce ne sera rien de ce dont le président Trump a parlé. Franchement, je ne vois pas, après tout ce que je viens de vous montrer, pourquoi la partie iranienne aurait tenu tous ces propos, ceux que le professeur Morandi vient d'évoquer, ceux qu'Abbas Araghchi a tenus à la télévision hier soir, pour ensuite faire soudainement marche arrière, de façon radicale, et que ce soit finalement quelque chose que Trump aurait dit qu'il emporte, et qu'il cède sur ces points-là. Je ne vois aucune raison rationnelle pour qu'il le fasse. Et de plus en plus de gens commencent à s'en rendre compte. On voit bien que le président ou le premier ministre Netanyahou est vraiment contrarié. Eh bien, les mots les plus forts ici, Peter, ceux qu'on vous montre souvent. Jack Keane en a presque pleuré à l'écran. C'est un régime diabolique, guidé par l'idéologie, qui veut avant tout survivre et qui ensuite reste fondamentalement attaché à cette idéologie. Cela pose la question de savoir s'ils sont vraiment capables de conclure un accord. Et deuxièmement, s'ils seraient prêts à le mettre en œuvre et à en respecter les principes. Et si nous restons sceptiques,
c'est justement parce que cet accord ne correspond pas à leur idéologie. Voilà la réalité de ce à quoi nous faisons face et à quel point le défi est important sur cette voie diplomatique. Toi et moi, on préfère l'autre option, les achever avec toute la puissance militaire dont nous disposons, les affaiblir tellement sur le plan militaire et économique qu'ils se retrouveraient sur la voie d'un effondrement inévitable. À ce moment-là, le peuple pourrait, avec le temps, s'organiser et mettre en place une autre direction, un autre régime. Ce n'est pas le chemin que nous suivons aujourd'hui, et ce chemin-là sera certainement difficile. Mais à mon avis, le président ne fera pas un mauvais accord. Oui, espérons qu'il ne le fasse pas. Yeah, you hope he doesn't, but listen, dude, seriously, General. Franchement, général, vous êtes dans le déni total. Vous allez dire qu'il faut continuer à se battre, à frapper leurs capacités et à les mener vers la ruine économique. Vous n'avez pas vu ce graphique en source ouverte? Il venait, je crois, de l'Institut pour l'étude de la guerre. Aucun de vos analystes n'était au courant. Évidemment qu'ils le sont. Donc, vous devriez l'être aussi. Honnêtement, je ne comprends pas comment quelqu'un avec 4 étoiles, qui a servi, 40 ans, avec toute cette expérience du combat, à des postes de très haut niveau. Comment il peut dire des choses aussi manifestement fausses? Vous n'allez pas percer une montagne avec des parois de granit, des galeries tordues sous la surface, à des centaines de mètres de profondeur. Tu ne vas tout simplement pas le faire, et on a déjà prouvé qu'on ne le pouvait pas. Alors pourquoi tu continues à parler comme si c'était ce que je pensais qu'il fallait faire? Et le président Trump, je pense qu'il se trompe en suivant cette voie. Tu vois bien qu'il est du côté israélien, évidemment. Il est totalement aligné avec Benjamin Netanyahou, avec Mark Levin, dans l'émission duquel il est passé. Ils veulent reprendre le combat, parce que, je ne sais pas. Ils disent juste, non, je sais que c'est du granit, je sais que c'est à des centaines de mètres de profondeur, je sais qu'on a déjà essayé, je sais que ces structures sont faites pour résister à des armes nucléaires. Mais peut-être que cette fois ça marchera quand même. Essayons encore. Franchement, je ne comprends pas la logique derrière ce genre de raisonnement. Mais voilà, mes amis, c'est là où on en est. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ça, croyez-moi, personne ne sera plus impatient que moi de voir quel langage sortira de toutes ces déclarations disant qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a un accord, un protocole d'entente qui va nous mener à un cessez-le-feu de 60 jours. Ce qui nous amènera à la phase 2, celle où il faudra négocier les choses plus compliquées, comme le programme nucléaire et tout ce qui va avec. Franchement, je serais surpris si ça se produit, mais je serais heureux si c'est le cas. Et c'est une de ces fois où j'aimerais vraiment avoir tort. Si on peut amener le camp israélien à céder, si on peut amener le camp iranien à un accord, si les États-Unis trouvent un terrain d'entente et que toutes les parties s'accordent sur un point, alors la guerre peut prendre fin. Le détroit d'Ormuz pourra rouvrir, et tout le pétrole, le gaz, l'hélium, les engrais, tout ça pourra circuler à nouveau. Une grande victoire pour l'humanité. Peu importe ce que ça change pour les ambitions politiques de qui que ce soit. Ce qui compte, c'est que ça aide les gens, que ça mette fin aux tueries en Israël, que ça mette fin aux tueries en Iran, que ça mette fin aux tueries d'Américains et de tous les autres dans la région. Une vraie victoire pour ça. Ça réduit aussi le risque que la faim commence à frapper, comme en Afrique, en Asie et dans d'autres endroits. Et d'ailleurs, autre info que j'ai vue cette nuit, en Indonésie, ils commencent à avoir de vrais problèmes, des émeutes et tout ça, parce qu'il n'y a pas assez de carburant. Ils doivent le rationner. Et ça crée de gros soucis là-bas. C'est déjà en train de se manifester. Et si ça commence là-bas, croyez-moi, ça va se propager ailleurs, surtout en Asie. Si on peut régler tout ça et commencer à réparer la situation, ce serait un excellent accord. Mais, pour être honnête, je reste sceptique. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Je ne les aime pas.
Alors, montrez un peu d'amour en retour. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous. somebody you care about.